Et bienvenue sur la chaîne Logic Invest. Aujourd'hui, on part pour la suite de notre Smart Scan. On va analyser 4 sociétés aujourd'hui. On va aller regarder les résultats de Ferrari, de AMD, de Fortinet et de Zoetis en quatrième position. Donc on va prendre, on va dire 7-8 minutes pour analyser un petit peu les résultats, voir aussi le juste prix de toutes ces sociétés-là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez retrouver de l'analyse d'action, du deep dive, ça sera tous les dimanches sur ma chaîne où je fais un deep dive complet d'une société qui vous intéresse et qui m'intéresse. N'hésitez pas à me donner des pistes en commentaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Vous avez tout simplement le lien en description. Vous avez aussi le lien vers mon deep dive grâce au Discord. C'est totalement gratuit. Vous avez le GDoc et ça peut des fois vous donner une petite idée un petit peu de ce que la société a sous le capot. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement. Investir comporte des risques de perte en capital. Prenez votre meilleur café et on est parti. On va partir directement sur Ferrari, une action que j'ai en portefeuille, que j'ai acheté en ce début d'année. Et on va aller voir les résultats. Juste avant de parler de Ferrari, on va bien évidemment regarder les résultats sur quoi? Sur Bagger. Et je suis partenaire Bagger. Vous pouvez tout simplement retrouver mon lien d'affiliation qui est en commentaire, les amis. Et si Bagger vous intéresse, vous avez 10%. Et c'est tout simplement Bagger, la meilleure application du marché pour faire du stock picking. J'utilise tous les jours et elle est vraiment indispensable. C'est vraiment un bazooka de données. C'est clairement la meilleure, encore une fois, application, hein. Vous avez tout aussi un suivi du portefeuille qui est très très intéressant. Vous avez le screener, vous avez 50 000 actions, vous avez 14 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas à essayer. Et vous avez aussi le bazooka, ce que j'appelle le bazooka, c'est que vous avez donc l'onglet communauté, vous avez toute la thèse de la communauté Bagger qui commence vraiment à s'étoffer, hein. Il y a des très 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 bonnes thèses. Vous pouvez aussi gagner 200 € si vous écrivez votre thèse et que vous remportez le grand prix, j'ai envie de dire. Mais voilà, justement, pourquoi j'appelle ça le bazooka, parce qu'il y a énormément d'idées d'action. Vous avez aussi un petit peu ce que les autres actionnaires, les autres investisseurs pensent de ces sociétés. Ça peut vous aider avant d'investir. Et clairement, avant d'investir, il faut créer votre thèse. Donc clairement, vous avez un essai gratuit. Vous n'avez pas besoin de carte bleue. Vous avez 14 jours complètement gratuits. À la fin de ces 14 jours, vous vous abonnez ou pas, mais au moins faites-vous une idée. Allez tout simplement sur Bagger et vous allez découvrir la meilleure app pour faire du stock picking. Maintenant qu'on a dit ça, on va directement passer aux résultats de Ferrari et vous allez voir qu'ils sont un petit peu décevants. Ferrari a affiché un bénéfice par action, hein, de 2,33 € en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 2,37 €, je vais y arriver. Tandis que le chiffre d'affaires par contre a battu le consensus, 1,85 milliard versus 1,83 € pour le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% par rapport à l'année précédente et de 6% à taux constant entre Q1 2025 et Q1 2026. Le résultat opérationnel s'est élevé à 548 millions d'euros, représentant une marge de quasiment 30%, en hausse de 1% en glissement annuel en données publiées, mais en hausse de 8% à taux de change constant. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de change a plombé les résultats de Ferrari. On a aussi le flux de trésorerie disponible industriel, donc les operating free cash flow qui sont établis à 653 millions d'euros, en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Notre mix s'est enrichi et la demande continue de personnalisation ont contribué aux résultats solides, oui, résultats solides, et surtout un carnet de commandes plein jusqu'à fin 2027. Donc on a de la vision sur Ferrari, on peut aller voir, on ira tout à l'heure. On ira voir un petit peu comment le titre a bougé. J'ai aussi tout simplement les résultats donnés par Ferrari. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vite fait un petit peu les modèles un petit peu des voitures qui ont été vendues. On a 88% de ce qu'ils appellent le range. En gros, le range, c'est leur, comment dire, leur véhicule, on va dire, abordable. Je vais appeler ça comme ça. Comment dire, la première finition des véhicules, les véhicules un peu moins chers. On a les Special Series et vous avez les supercars. Les supercars, comme la F80, on a eu une, enfin je ne sais pas s'il y en a eu une, mais il y en a eu 1%. Donc en vrai, non, il y en a eu plus que ça. Mais vous faites 1% de 3436 et vous avez votre nombre de F80 vendus. C'est très très peu. Pourquoi? Parce que la F80, c'est un modèle vraiment unique. C'est vraiment là qu'ils font leur plus grosse marge. Donc en fait, la stratégie, c'est quoi? On vend un petit peu de range, on essaie de faire grossir notre CA grâce à ça. Donc vous avez la Puro Sangue, etc. Donc là, c'est des voitures, on va dire, un peu moins, enfin, que des gens aiment moins chez Ferrari. On a la Roma Spider, la 286 GTS, et vous avez beaucoup
On commence à avoir un mix assez sympa entre des V6 normales et on a quand même pas mal d'hybrides. On a la V6 hybride pour le 286, on a la FX pardon, 90 en V8 hybride, on a la 286 en V6 hybride, on a quand même quelques hybrides et même la F80 et c'est un V6 hybride. Donc voilà. Même les Testarossa aussi sont passés sur de l'hybride. On n'a pour l'instant pas de véhicule électrique. Pourquoi? Parce que la Ferrari Luce est prévue, je crois, pour le deuxième trimestre. Et on voit par contre qu'on a 43% de véhicules qui ont été livrés aux IMIA. Donc IMIA, c'est quoi? L'Europe et Moyen-Orient et Afrique. Et bah, le Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe? On a un conflit. On a énormément de voitures qui n'ont pas pu être livrées. Ça, on va aller le voir ici. En nombre de voitures. Donc là, petit récap un petit peu. Je vous laisse faire un screen si vous voulez regarder tout ça. Mais on a justement là les nets, les revenus. Le revenu net du premier trimestre, on voit qu'on est à plus 57 millions. Le net profit, pardon, enfin les revenus, voilà, et le net profit qui est seulement à 1 million de plus. Là, c'est plutôt le CA et pas le. Enfin, c'est appelé net revenu, mais c'est le chiffre d'affaires. Et on a voilà, les free cash flow opérationnels hein, qui ont été en hausse de 5%, de 33 millions exactement. Donc on a aussi le nombre de voitures qui ont été livrées. Est-ce qu'on l'a ici? Non, là, ça, par contre, c'est le chiffre d'affaires par segment de revenus. Donc, on a comment dire, les voitures de sport, hein, donc le principal comment dire, segment de revenus. On a le sponsorship et le commercial, etc. On est sur des revenus beaucoup moins, où on a 218 millions de revenus, 1,5 milliard, 1,5 milliard pardon, pour les voitures de sport et un segment autre qui est à 74 millions. Et moi, ce qui m'intéresse, normalement, on doit l'avoir en bas. On doit avoir le nombre de voitures livrées. Et vous allez voir qu'en fait, bah, ça a un peu flingue. Voilà, on l'a là. On a, hop, les shipment units, hein, c'est les voitures livrées, donc l'IMEA, comme on l'a dit, Europe, Moyen-Orient, Afrique. On était à 1700 voitures livrées en 2025. On a dû réduire la voilure du côté de Ferrari. Pourquoi? Parce que vous savez, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est très difficile de pouvoir livrer des voitures. Avec la guerre qui fait rage, on a 243 unités livrées de moins. Et pour toutes les voitures livrées, on en a 157 de moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont amélioré, enfin en gros, ils nous ont expliqué qu'ils ont livré 8 voitures de plus aux États-Unis, 8 voitures à fort revenu. Pareil pour la Chine, Hong Kong et Taïwan et le reste of IPEC. On a un petit peu plus aussi de voitures, une soixantaine de voitures quand même. Mais c'est vraiment du côté des États-Unis, en tout cas ce qu'ils nous ont expliqué, que les voitures les plus chères ont été livrées. Donc on a 157 voitures de moins et on arrive quasiment à battre le consensus des BPA. On n'est pas très très loin et on a battu le chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Ferrari a des difficultés à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, avec 157 véhicules de moins, Ferrari a réussi à faire grossir ses marges, à faire grossir son chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une qui bosse bien, ça veut dire de deux qu'ils augmentent leur prix, ça veut dire de trois que même en augmentant leur prix, ils arrivent à vendre autant de bagnoles. Ils en ont vendu un petit peu moins, mais ils en ont vendu moins à cause de ce qui se passe en IMIS. C'est pas on a de la baisse aux États-Unis, on a de la baisse à Hong Kong, etc. Non, on a un carnet de commandes plein qui est plein jusqu'en 2027, comme on l'a dit au début de la vidéo. Ils augmentent les prix, les clients payent, point final. C'est pour moi la définition du luxe. On va aller voir un petit peu niveau valorisation, je l'ai plus mon petit Ferrari là. Hop, on va aller directement sur la meilleure app encore une fois, FR, enfin la meilleure app tout court même, qui est Bagger. Et on va aller voir un petit peu côté valorisation de Ferrari. Moi, j'ai ouvert une petite position sur Ferrari. Hop, en début d'année, clairement, j'ai acheté autour de 275 ou 276 euros, il me semble. Si je dis pas de bêtises, j'ai un PRU autour de ce niveau-là. Et moi, j'estimais le prix juste autour de 250 euros. Voilà, en étant quand même assez conservateur, notamment au niveau du multiple final. Parce que quand vous avez un carnet de commandes plein pour les 2 ans qui arrivent, c'est des boîtes qui se payent avec un niveau de premium assez élevé, il faut en être conscient. Bon, c'est pas non plus le deal du siècle actuellement, mais le titre était un petit peu descendu hein, le jour de sa publi. Il est vite remonté, hein, on voit il est à 288 euros actuellement quand je fais la vidéo. Donc ça se paye 32 fois les bénéfices, ça se paye 28 en forward PE, c'est pas non plus hyper exagéré, ça se paye 34 fois les operating cash flow, 57 fois les free cash flow. On n'est pas non plus dans le deal du siècle, mais les gens qui ont envie d'ouvrir une petite position sur Ferrari, je trouve qu'on n'est pas déconnant au niveau du prix, de la valo. Les résultats restent globalement solides, hein, donc on a dit petite baisse à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient en termes de livraison de voitures. Mais on a quand même une hausse du chiffre d'affaires, on a battu le consensus. On n'a pas battu par contre
Les bénéfices par action, pourquoi? Parce qu'on a quand même plus 257 véhicules qui n'ont pas pu être livrés. Donc petite déception du côté de, entre guillemets, des résultats de Ferrari. Ça peut être encore même un petit peu plus dur en termes de Q2. Ils ont maintenu les guidance, etc. Ils les ont pas relevés. Donc ça a fait un petit peu peur au marché. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ferrari a des guidance hyper prudentes. Donc moi, ça ne m'inquiète pas pour le futur clairement de l'entreprise. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Mais c'est certainement pas, je pense, l'entreprise qui va faire perf mon portefeuille en 2026. Je pense qu'ils vont en avoir une année assez, pas forcément compliquée, mais assez moyenne. Et on verra pour le futur. On va passer à la deuxième société. Et on se retrouve directement pour la deuxième société qui est AMD et sur le meilleur site FR, la meilleure appli FR Bagger, vous avez tout simplement tous les résumés des entreprises, des résultats des entreprises. Donc faites-vous un plaisir encore une fois, il y a 14 jours gratuits. Donc on va directement voir la perf d'AMD au Q1 2026. Attachez vos ceintures, vous allez voir que c'est exceptionnel. AMD a réalisé un premier trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars en hausse de 38% sur un an. Le bénéfice par action dilué a augmenté de 43%, la marge brute s'est établie à 55%, soit une amélioration de 170 points de base, donc 1,7%. Et l'excédent, enfin le flux de trésorerie, pardon, a plus que triplé pour atteindre un record de 2,6 milliards de dollars. Donc les segments, on a les chiffres du data center qui ont atteint un record de 5,8 milliards de dollars en croissance de 57% sur un an et 7% pardon, en séquentiel, tiré par les processeurs EPYC, vente de CPU serveurs en hausse de plus de 50% sur un an et les GPU Instinct. Le résultat d'exploitation du segment data center a été de 1,6 milliard de dollars, une marge de 28%. Donc, on peut voir en vrai que sur les, comment dire, les chiffres d'affaires d'AMD, en vrai, tout ce qui est data center, etc., ça ne pèse que 1,6 milliard sur les 5,8. C'est pas non plus exceptionnel. Il y a vraiment le chiffre d'affaires du segment client et gaming a augmenté de 23% sur un an pour atteindre 3,6 millions de dollars. Et le segment client seul a progressé de 26% à 2,9 milliards de dollars, tandis que le gaming a augmenté de 11% à 720 millions de dollars. Donc voilà, ce segment-là est ultra important pour AMD et en plus on a une croissance à deux chiffres sur les deux principaux segments et on a le chiffre d'affaires du segment NBD système embarqué qui a augmenté de seulement 6% sur un an à 873 millions de dollars. Que nous dit le management? La croissance a été généralisée avec tous les segments d'augmentation d'une année sur l'autre. Oui, surtout deux de vos principaux segments, les amis d'AMD, donc vous avez bien bossé. La demande en infrastructure d'IA s'accélère, stimulant non seulement les accélérateurs, mais aussi les CPU haute performance. Les CPU, ce qu'il faut savoir par rapport aux GPU, de Nvidia, c'est que les CPU sont beaucoup plus, comment dire, faut voir ça comme une commodité. C'est beaucoup plus concurrentiel sur les CPU. C'est pour ça qu'on ira voir le quantitatif. On ira voir que AMD n'a pas n'a pas une marge nette de zinzin. Donc on a des ventes de CPU qui ont continué d'exploser et continuent de gagner des parts de marché dans le cloud et l'entreprise avec une forte croissance de plus de 50% dans les deux. Il y a aussi, en fait, c'est une résultante pour moi ces chiffres-là de ce qu'a proposé Nvidia. Nvidia, on sait qu'il y a énormément de stock qui est déjà commandé. Ils ont un carnet de commandes plein Nvidia jusqu'en 2027. Donc ce qui se passe, c'est que comment dire, la concurrence d'Nvidia, c'est AMD. Au final, les gens et les entreprises vont sur AMD à défaut d'aller sur Nvidia. Donc je suis pas en train de dire que AMD c'est de la merde, je suis juste en train de dire que carnet de commandes plein d'Nvidia, les clients sont obligés d'aller chez AMD tout simplement. Donc la demande en CPU serveur est significativement accélérée par l'IA agentique et l'inférence nécessitant davantage de puissance de calcul. CPU pour l'organisation et le traitement des données. Et on a pour les segments client et gaming, le client a surperformé le marché porté par les processus Ryzen et les gains de part de marché en particulier sur le marché commercial. Vente en hausse de plus de 50% sur un an pour les PC Ryzen Pro. La vente de PC, je pense que ça va s'estomper un petit peu. On a des gros problèmes de RAM. Le prix de la RAM est exorbitante. Donc j'ai du mal à voir les ventes de PC en hausse sur le long terme. Dans le gaming, les revenus semi-personnalisés ont diminué, comme prévu en fin de cycle de console, mais la demande pour les GPU Radeon de la série 9000 a augmenté. Et le dernier segment qui nous intéresse pas forcément pour moi, c'est pas pour ce segment-là qu'on achète AMD. Pour le second trimestre 2026, AMD anticipe un chiffre d'affaires d'environ 11 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions, ce qui représenterait une croissance de 46%, les amis, sur un an et environ 9% en séquentiel. La marge brute non gap est attendue autour de 56%.
Donc les attentes à long terme ont été révisées à la hausse. C'est surtout ça qui a plu au marché. AMD, pardon, je vais y arriver un jour. Je crois, en aftermarket, après les résultats, je crois que ça s'est changé autour de plus 20%. Enfin, il y avait une folie en termes de hausse. Donc le TAM des CPU serveurs devrait croître de plus de 35% par an, atteignant plus de 120 milliards de dollars d'ici 2030, précédemment estimé à 60 milliards de dollars. Tous ceux qui n'ont pas de semi-conducteurs dans votre portefeuille, vous ratez une folie en termes de total adressable market sur ce marché-là. Le chiffre d'affaires des CPU serveurs devrait augmenter de plus de 70% sur un an au deuxième trimestre avec une forte croissance poursuivant au second semestre 2026 et 2027. Le chiffre annuel de l'IA pour les data centers est maintenant estimé à des dizaines de milliards de dollars en 2026, dépassant l'objectif de croissance à long terme de plus de 80%. Les EPS devraient dépasser 20 dollars sur la période stratégique. Les livraisons de PC au second semestre devraient être plus faibles, bien évidemment, parce que les coûts de la mémoire et les composants vont augmenter. Et justement, en parlant de coûts de la mémoire, franchement, j'arrête pas de me demander de plus en plus, est-ce que même SKNX, au prix qu'on a actuellement, est-ce que c'est pas le bon deal? Pourquoi? On a une RAM qui est complètement bookée jusqu'en 2027 et personne ne pourra rentrer dans la danse pour concurrencer Micron, SKNX ou Samsung. Et on a aussi l'IA locale qui se fait justement sur des ordinateurs. Et ces mêmes ordinateurs doivent avoir de la RAM. Donc en fait, on a un goulot d'étranglement au niveau de la RAM, tel que au prix où est SKNX aujourd'hui, je pense que c'est presque un no-brainer. Mais il va falloir que j'affine un petit peu mes positions là-dessus. On va aller voir, nous, hop, le quantitatif d'AMD. Pourquoi j'ai préféré Nvidia, pas que pour les questions de CPU, GPU. Et parce que le quantitatif d'NVIDIA est beaucoup plus beau. Pourquoi? Alors on a des revenus qui sont en train comment dire, de step up de malade. Franchement, c'est incroyable. Mais on a une marge brute bon, qui est pas déconnante, ok, mais on a surtout une marge nette qui est pas incroyable. Et Nvidia, enfin AMD, j'arrête de lapsus. Mais AMD a une marge nette de seulement 13%. C'est pas incroyable du tout, clairement. Moi, je trouve que c'est pas déconnant, c'est pas nul, mais on n'est pas sur vraiment un must-have. Ça n'a pas de d'aide, donc ça c'est très bien, ça a un petit peu de capex, c'est pas très très grave. Mais surtout, on voit que en termes de ROIC, historiquement, AMD, c'est pas une entreprise, pour moi, c'est pas une machine à cash. On a un superbe ROIC depuis un an, pourquoi? Parce que voilà, on a des GPU, des CPU qui s'arrachent littéralement. Et AMD en profite aussi grâce à Nvidia qui a tout simplement son carnet de commandes qui est totalement plein. Donc les gens sont obligés forcément, les hyperscalers ont tellement peur de rater le virage de l'IA qu'ils alignent les billets pour avoir les CPU. Mais moi, ce qui me pose problème avec AMD, clairement, c'est qu'actuellement, ça se paye 132 2PE. Donc, je trouve que c'est pas la fin du monde en termes de. On pourrait se dire, ça se paye 132 2PE, enfin, c'est pas cher, mais il faut absolument regarder les boîtes de semi-conducteurs, les boîtes qui font de la croissance comme ça, trimestre après trimestre, depuis pas mal d'années, avec un TAM qui a été rehaussé. Il faut regarder la boîte en termes de forward PE. Et si vous regardez le forward PE, on ira voir juste après Nvidia, c'est beaucoup moins problématique. Mais là, clairement, 132 PE, moi, avec un forward à 47, ça me pose quand même un problème. Et si on regarde projeté dans le temps, il faudra attendre 2028 pour qu'on ait un forward PE autour de 24-25. Alors que moi, quand j'ai rechargé Nvidia, je crois qu'autour de 170 euros, c'était un no-brainer. Et j'ai rechargé tout ce que je pouvais sur Nvidia. J'ai clairement mis le paquet. Et Nvidia, les résultats sont le 20 mai. Donc clairement, MD, belle société. Si vous en avez en portefeuille, tant mieux pour vous. Si vous voulez en acheter à 406 dollars, va falloir, pour avoir un bon prix. Ouais, putain, mais pour avoir un prix juste, il faut qu'elle fasse quoi? Hop, si vous achetez AMD actuellement, vous prédisez un bénéfice par action en augmentation de 36% par an sur les 5 prochaines années. 36% par an. Et un multiple final de 49. Donc les gens là qui rentrent sur AMD, accrochez vos ceintures actuellement parce que pour moi, c'est ne plus le moment d'acheter. On va vite fait quand même passer à Nvidia parce que Nvidia, quand je vous dis que voilà, il peut y avoir des entreprises qui sont notamment beaucoup trop surévaluées, AMD en fait partie. Voilà, Nvidia, ça s'achète 43 fois le bénéfice. C'est pas rien, mais ça s'achète à 23 en forward PE, d'accord? Donc, et le forward PE, il est booké jusqu'en 2027. Donc actuellement, moi, quand j'ai acheté du Nvidia,
On était sur du 23 pour 2026 et sur 2027, on était même encore plus bas parce que là, la boîte a retrouvé, a pris quasiment, bah, plus de 42 $. Donc on était en dessous les 23 en forward PE sur 2027 et après vous voyez que les autres années, on est clairement sous-coté du côté d'NVIDIA. Donc pour moi, le deal, il était beaucoup plus intéressant. NVIDIA qui publie le 20 et on va se, tout simplement passer, nous, à la prochaine entreprise. J'ai nommé Fortinet. Et on est parti pour les résultats de Fortinet, hein. Les actions ont bondi de 17% suite aux résultats du premier trimestre, hein. La société a annoncé un bénéfice ajusté par action de 0,82 $, dépassant le consensus qui était de 0,62. Donc je crois que ils ont battu les analystes de plus de 30%, hein, c'est de la folie, hein. Et le chiffre d'affaires a progressé de 20% en glissement annuel pour atteindre 1,85 milliard de dollars, surpassant l'estimation d'1,73 milliard de dollars. Donc ils ont fait d'excellents résultats. Le chiffre d'affaires produit a bondi de 41% en glissement annuel, 645 millions de dollars, tandis que la facturation a augmenté de 31% en glissement annuel à 2,9 milliards de dollars. Donc des résultats très très encourageants pour Fortinet, boîte que je n'ai pas en portefeuille, que je voulais que je voulais acheter, pardon, autour de 80 dollars. J'ai hésité, je me suis dit, allez, on avait touché les 75, je me suis dit pourquoi pas attendre. Et au final, c'est le temps des regrets et énorme coup d'opportunité pour moi ici. Donc le commentaire du board, nous sommes très satisfaits de nos excellents résultats du premier trimestre, dépassant le haut de nos fourchettes de prévision grâce à une exécution solide et une demande généralisée sur l'ensemble de nos portefeuilles et de nos zones géographiques, a déclaré Keng Zi, fondateur, président du conseil d'administration et directeur général de Fortinet. Pour le deuxième trimestre 2026, Fortinet prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,83 milliard et 1,93 milliard avec un point médian à 1,88 milliard de dollars, supérieur au consensus de 600. Non, pardon, de 80, non, de 60 millions de dollars, je vais y arriver. La société a guidé, enfin ouais, a guidé, c'est mal traduit, mais en gros les guidance de la société sont des bénéfices par action compris entre 0,72 et 0,76 contre une estimation à 0,70. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a relevé les guidance de la part de Fortinet. On attend une année 2026 très très bonne et bah, le marché n'a pas rigolé, hein. On était à quasiment plus de 20% juste après les résultats. Fortinet a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires, hein, à une fourchette de 7,7 milliards à 7, quasiment 9 milliards, représentant une croissance de 15% au glissement annuel au point médian. Le nouveau point médian est de 7,79 milliards. Donc là, on dépasse le consensus. On est très content du côté des actionnaires, hein. Moi, un petit peu moins parce que je ne suis pas prêt d'entrer sur l'action. On va aller voir un petit peu le quantitatif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont livré énormément de pare-feu dans les sociétés. Il y avait des contrats qui avaient été émis depuis un petit moment et ils ont livré et les pare-feux ont été payés. Il faudrait que je fasse un deep dive sur la société. Je l'avais dans les cartons. Le problème, c'est le manque de temps. Mais en termes de croissance de revenus, c'est magnifique. Les bénéfices, pareil, les free cash flow, c'est exceptionnel. C'est vraiment une très très belle société que j'avais envie d'avoir en portefeuille. Malheureusement que je n'ai pas, très peu de dettes aussi, moi je suis toujours attentif aux entreprises qui sont surendettées. Pourquoi? Parce que si vous avez une augmentation des taux, ça peut peser sur votre marge nette à très court terme. On a une boîte qui rachète massivement ses actions, donc c'est très sympa. On a un petit peu de rémunération en actions, c'est ce qui me fait, c'est vraiment le point faible entre guillemets de la boîte, mais ils sont en baisse et c'est ce qu'on veut. Et on a un très beau HeroIC, un super HeroIC qui est assez sympa aussi, des marges de free cash flow de 32%. Enfin, on a vraiment sur le papier une boîte très solide et elle nous le montre dans ses résultats. Et malheureusement, bah moi j'ai toujours un prix juste autour de 82 dollars. Elle est actuellement à 107 dollars. Ça se paye assez cher en vrai, ça se paye 41 le PE, 34 fois en forward. Mais c'est une boîte qui s'est toujours payée. Quand on regarde sur 10 ans, on peut même regarder ça, on a une médiane à 54, hein, et on a un point le plus bas à 29. Est-ce que ce point le plus bas à 29, ouais, on l'a eu au mois d'août en vrai, hein, il y a eu des résultats qui avaient déçu un petit peu sur Fortinet, et on va aller voir le graphique. Il me semble que voilà, c'est là en fait. Ouais, voilà. À 80 dollars, on avait quasiment on avait le point le plus bas, hein, de ces 10 dernières années en termes de price to earning sur Fortinet. Donc là, au mois d'août, il y avait un bon petit deal à faire. Au final, ouais, 80, c'était pas si cher que ça, 75. C'est retombé, si ma mémoire est bonne, hein, si je dis pas de conneries, à 75, voilà, 76. On était même ici à 75 au mois de février et on était, ouais, 75. 75, c'était un bon deal. Le problème, c'est qu'on était, il me semble, quand j'ai voulu l'acheter, on devait être ici, voilà. Fin avril, on était à 82 dollars. Je me suis dit, est-ce que j'en achète deux ou trois pour le mois de mai?
avant les résultats, mais de toute façon, j'en aurais pas acheté beaucoup, donc les 20%, ça aurait rien changé à la perf de mon portefeuille, mais c'était vraiment pour histoire de me dire, je la suis, si elle fait des mauvais résultats, comment dire, je la renforce. Je l'ai pas fait, voilà, j'ai attendu un petit peu et j'aurais dû, en tout cas, j'aurais dû avoir un choix avant les guidance, avant les résultats, pardon, et les nouvelles guidance qui ont été données, qui sont excellentes, et du coup, qui me priveront de l'action Fortinet pour un petit moment, je pense, à moins qu'on ait une grosse, grosse baisse, et encore, hein, même si elle prend à moins 10%, on serait largement, on serait au-dessus de mon prix juste, et je n'en démordrai pas. On va toujours être assez conservateur sur Fortinet en termes de prix, et on passera notre chemin pour l'instant, à voir, hein, à voir dans les prochains trimestres. Et si vous voulez voir mes achats en direct, n'hésitez pas à me suivre sur X. Maintenant, on passe à la dernière société, j'ai nommé Zoetis. Et on arrive directement au résultat de Zoetis pour faire un petit speech vite fait pour la société, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la première entreprise dédiée à la santé animale au monde. Donc c'est la plus grosse entreprise, hein, voilà, qui va essayer de traiter la santé et d'aider à la santé de votre petit toutou ou chat, enfin bref, voilà, tous les animaux de compagnie, enfin tous les animaux tout court même. Et on a des résultats qui ont été très très moyens, hein. Ouais, Zoetis a publié jeudi ses résultats du dernier trimestre qui sont restés en deçà des attentes des analystes, avec un bénéfice par action, un BPA de 1,53 $, manquant le consensus quand même de 0,09 $. Le chiffre d'affaires atteint 2,3 milliards conformément aux attentes, mais ne représentant qu'une croissance de 3% en glissement annuel. Donc en fait, s'ils ont target le CA, mais que le BPA est manqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur marge est tout simplement a totalement baissé. Donc c'est très inquiétant de ce côté-là. On ira voir bien évidemment le quantitatif après. Les actions de la société spécialisée dans la santé animale ont chuté de 10% à la chute de l'annonce, et vous verrez que c'est pire sous l'effet du manque à gagner sur les bénéfices des prévisions annuelles décevantes. On a Zoetis, hein, qui a publié des PPA pour l'exercice 2026, comprises entre 6,85 et 7 $, avec un point médian à 6,93, inférieur au consensus à 7,3. Donc on voit que l'entreprise donne des guidance très prudentes. Pourquoi? Parce qu'elle s'attend à être attaquée justement par ses concurrents, et je pense qu'on va passer, enfin les actionnaires de Zoetis, j'en fais pas partie, mais vont passer une année 2026 assez inquiétante. On a enfin le premier trimestre, pardon, s'est déroulé dans un environnement opérationnel plus difficile que prévu. Donc là, c'est vraiment pas bon du tout. Les propriétaires d'animaux ont fait preuve d'une sensibilité accrue au prix. Bah oui, ça c'est un peu normal, hein. Quand on va avoir justement le niveau de la vie qui va augmenter, on va avoir un niveau justement. Les gens, quand ils vont mettre 200 balles de pétrole par mois, ça sera peut-être 200 euros de croquettes, et enfin peut-être pas de croquettes, mais de soins pour le toutou ou le chat qui ne seront pas faits, quoi. Entraînant une baisse des visites vétérinaires et une demande plus faible pour les produits innovants de haut de gamme, segment dans lequel Zoetis est leader, a déclaré la directrice générale Christine Peck. Le chiffre d'affaires du segment américain a reculé de 8% à 1,1 milliard, avec des ventes de produits pour animaux de compagnie en baisse de 11% en raison d'une demande plus faible et d'une concurrence accrue. Donc en fait, vous avez One, premièrement comment dire, en raison une demande plus faible, donc ça c'est vraiment pas bon, vous n'êtes vraiment pas porté par le marché, et ils ont avoué que voilà, il y a une concurrence accrue affectant des produits clés, notamment la franchise dermatologie et Simparica Trio. Donc j'ai pas fait de thèse d'investissement sur Zoetis, je connais pas l'action vraiment sur le bout des doigts, mais moi en tout cas quand je vois comment dire, un, un board qui commence à me dire le marché sur lequel comment dire, nous travaillons est en baisse, plus on a comment dire, des concurrents qui sont en train de nous voler des parts de marché, c'est vraiment pas bon. Et on a le chiffre d'affaires du segment international qui a progressé de 17%, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, soit une hausse de 10% sur une base opérationnelle organique portée par une croissance généralisée dans l'élevage et les antiparasitaires pour animaux de compagnie. Le résultat net du trimestre s'est établi à 646 millions de dollars, en hausse de 2% par rapport à 633 millions au cours de la même période l'année précédente. Donc on n'a vraiment pas une hausse de zinzin en termes du résultat net de l'entreprise, une croissance opérationnelle organique de seulement 1%. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu quand on va regarder le quantitatif? C'est qu'on avait une bonne croissance en vrai comment dire, hop, des revenus, mais si on dézoome, on voit il y a eu un plateau entre 2011 et 2016. On a une entreprise qui a peiné à gagner beaucoup plus d'argent, on va aller voir justement. Hop, 2011, pardon, on était là. Et justement, je pense qu'on est revenu dans cette période un petit peu historique pour la boîte. Et on voit que entre 2011 et 2016, ils ont fait 15% de croissance du chiffre d'affaires sur ces années-là. En CAGR, ça donne 3% par an.
Donc là, j'imagine, moi en tout cas, un plateau pour Zoetis. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour eux, pour les trimestres et les années à venir. Et on va voir un petit peu la marge qu'ils avaient à l'époque. Alors, je veux bien croire qu'ils ont mieux travaillé, etc. Mais on avait une marge, ouais, on peut dire une marge autour de 10%. Là, on est passé à une marge autour de 28 en 2025. À voir si la marge reste globalement haute ou pas. Ça peut, comment dire, comment dire, un peu contrecarrer les mauvais résultats qu'ils avaient, mais au final, quand on regarde, moi, ce qui me fait un petit peu peur sur le titre, c'est la dette en augmentation. Et elle est en augmentation de 3 milliards sur une année, donc bon, ça me fait un peu tiquer. Il y a des SBC, bon, ça, c'est pas, ils sont très très bas, donc c'est pas très grave. On a des actions en circulation qui baissent très bien. On a augmenté le dividende assez nettement. Et on a surtout un super ROIC sur la dernière année qui est pas terrible du tout, qui couvre à peine le WACC. Donc en gros, depuis un an, Zoetis brûle quasiment du cash en tout cas. C'est pas terrible sur les chiffres, moi ça me fait un peu tiquer. On va aller voir un petit peu côté valorisation. Bon, vous allez me dire, ça se paye que 14 fois le PE et 12 fois en forward. C'est pas très cher, ça se paye 17 fois les free cash flow, 13 fois les operating cash flow. En vrai, encore une petite baisse sur Zoetis. Et vous allez me dire, peut-être que ça peut être intéressant. Ça se paierait, on va dire, 10 fois le PE, mais la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'ils sont capables encore de faire grossir leur chiffre d'affaires ou pas. Moi, ce qui me fait très peur sur la boîte, en fait, c'est qu'elle n'a pas forcément de motte, hein. Si demain quelqu'un arrive et balance des produits pour les animaux de compagnie, je vois pas bien où est le motte. Si vous avez des problèmes d'argent, bah, comment dire, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont acheter, bah, malheureusement, ils vont prendre le moins cher, en fait, hein. C'est bien mignon, mais Médor, t'es bien gentil, mais tu vas manger les croquettes pas chères, quoi. Et voilà, c'est comme ça, en fait, hein. Après, je dis des croquettes, je sais même pas en vrai s'ils font de la bouffe. Mais je sais qu'ils font tout ce qui est produits pharmaceutiques, etc. Mais je sais même pas s'ils font de la nourriture. Donc je raconte certainement une connerie. Mais voilà, il y a énormément comment dire, de produits pharmaceutiques concurrents. Et est-ce que quand tu as des animaux de compagnie, tu as envie d'aller forcément vers le plus cher? Il y aura une partie de la population qui va vous répondre oui, et il y aura quand même l'écrasante partie de la population qui répondront non. Et l'écrasante partie de la population, pardon, qui répondront non, c'est celle qui a fait que le titre Zoetis a vraiment step up en termes de revenus. Alors moi, je suis vraiment, c'est peut-être une entreprise que je connais le moins sur les 4 que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est clairement l'entreprise que je connais le moins. Donc je veux pas non plus être un oiseau de mauvais augure ou autre, mais le titre s'est fait déchirer à moins 20%. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes positionné sur Zoetis. Faudrait que je lise d'ailleurs l'excellente thèse. J'avais commencé de la lire, mais je vous avoue que j'ai pas fini parce que c'était pas une boîte comment dire, qui me faisait lever de mon canapé. D'Hugo d'IQ Invest. D'ailleurs, n'hésitez pas à, comment dire, à aller rejoindre aussi la chaîne Bagger, hein. Il y a une chaîne, tout simplement YouTube Bagger, qui fait des très très bons podcasts. Si vous faites du sport, vous mettez Bagger dans les oreilles et c'est parti. Donc on va se quitter là pour cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux. Vous avez tout en description de la vidéo. Vous avez tout aussi en premier commentaire épinglé. Me dire ce que vous avez aimé et ne pas aimé, et ce que vous n'avez pas aimé en commentaire aussi. Je suis là pour essayer de m'améliorer le plus possible. Voilà ce que je pouvais dire pour les 4 actions que j'ai choisies cette semaine. Si vous avez d'ailleurs des actions comment dire, à me demander pour la semaine prochaine en termes de résultats, on va aller voir ensemble juste avant de se quitter. On a quoi la semaine prochaine? Je sais plus tout ce qu'on a. On n'a pas je crois qu'on a du Tencent, etc. Voilà, on a du Tencent, on a du Parex, on a du FH aussi. Ça peut être sympa d'aller voir un petit peu ce que fait une boîte du CAC 40. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. On a du Constellation Software, on a bon, Alibaba, Tencent, ça c'est dans mon bingo. On a quoi d'autre? Ouais, on a Brookfield, on a XTB en vrai, hein. J'avais lu une thèse d'investissement sur XTB, c'est assez sympa. On a Amat, ouais, Brookfield. Brookfield, c'est une boîte qui ne m'intéresse pas forcément, mais je l'ai aussi suivi. On a Capcom. Capcom, c'est une très belle boîte aussi, mais bon. On ne pourra pas tous les couvrir clairement. Je pense qu'on va partir Alibaba, Tencent, ça je suis obligé, je suis désolé, je suis actionnaire. Peut-être Eiffage, et dites-moi, voilà, entre Eiffage et d'autres entreprises que vous suivez, laquelle vous voulez qu'on essaie de décortiquer ensemble en termes de résultats. C'était Logic Invest, encore une fois, n'oubliez pas que la chose la plus importante en investissement, c'est qu'investir est tout simplement une raison formidable d'être heureux.